un peu, je pense, la base de c'est quoi le racisme, mais là, on va défricher vraiment qu'est-ce que le racisme sexuel. On en parle très peu. Puis avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les réseaux sociaux, la technologie, c'est quelque chose qui devient d'autant plus évident et présent. Donc, pour parler de ceci, on a Vincent Mousseau. Vincent Mousseau est un organisateur communautaire, conférencier, étudiant et activiste qui est basé à Chochiagi, sur le territoire non cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Il travaille à réseau comme agent de projet, développant des interventions pour les hommes noirs ayant des relations sexuelles et affectives avec d'autres hommes. Passionnée par la recherche, elle commencera cet automne une maîtrise en travail social à l'Université de Montréal sur le développement identitaire des personnes des communautés noires LGBTQ+. Et elle s'intéresse aussi à la pratique intersectionnelle et anti-oppressive en travail social, ainsi qu'à la création des espaces LGBTQ2+, intergénérationnels et intersectionnels. Donc, comme activiste et conférencier, ses champs d'expertise sont la structure anti-oppressive, les stratégies de sensibilisation communautaire auprès des personnes queer et transracisées, l'analyse intersectionnelle et l'activisme Black Lives Matter. Alors, bienvenue Vincent. Nous avons aussi Gabriel Boudjé-Péré. Gabriel est un fervent défenseur des libertés individuelles, particulièrement celles impactant la perception, l'expression et l'expérience de son identité de genre et ou son orientation sexuelle. Il travaille à réseau comme agent de projet, développant des interventions pour les hommes noirs ayant des relations sexuelles et affectives avec d'autres hommes. Une cause qu'il sert via son art ainsi que par son travail auprès de la communauté LGBTQI+, tant au Burundi avec l'association Humur, première LGBTQ au Burundi, et Lance, à NSS, dans son pays natal, qu'au Canada, où il vit depuis la fin 2015 avec l'organisme Arc-en-Ciel Afrique. Son travail se concentre principalement sur les représentations personnelles et sociétales de l'identité et leur impact sur le rapport à l'autre. Bienvenue. Merci. Donc, je commencerai par vous demander à chacun votre tour, donc, c'est quoi le racisme? On va commencer par la base. C'est une question, en fait, qui est tellement comme lourde et présente que c'est difficile à répondre directement. Moi, j'ai tendance à utiliser un exemple. Je parle justement de niveau, en fait. Souvent, je vais parler, par exemple, des préjugés. Les préjugés sont des idées qu'on a en tête qui sont influencées par des notions dans la société, quoi, avec tout ça. La discrimination, c'est d'agir sur ces préjugés. Donc, d'agir d'une certaine façon basée sur un préjugé quelconque, que ça soit positif ou négatif. C'est-à-dire, c'est tout aussi insultant de demander à un gars noir ah oui, toi, t'as un gros pénis, hein, que de ne pas être intéressé par lui à cause simplement de la couleur de sa peau, par exemple. Le racisme, c'est la discrimination, mais de façon systémique. Et c'est là où vient vraiment la différence. C'est la structure de tout ça qui est vraiment qui est derrière. C'est-à-dire un système où systématiquement les personnes noires et racisées vont se voir refuser accès à des universités, vont se voir refuser accès aux hôpitaux. On voit des pratiques discriminatoires envers des femmes noires, par exemple, dans les hôpitaux, des personnes qui sont carrément stérilisées dans les cas des femmes autochtones. On parle de quelque chose de vraiment systémique ici. C'est pourquoi, et c'est un statement controverse des fois, le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus aussi, parce que souvent on a tendance à dire que tout le monde peut vivre le racisme, mais en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de structure derrière pour soutenir, pour faire en sorte que la discrimination devienne raciste. Si on utilise un terme péjoratif envers une personne blanche, en tant que personne noire, ben forcément, ça ne va pas avoir le même effet. Est-ce que c'est discriminatoire? Oui. Est-ce que c'est raciste? Non. Parce qu'il n'y a pas le système derrière qui va, genre, oppresser cette personne-là. J'ai vu justement, parce que par rapport aux réactions, quand il expliquait justement la différence du fait que quand une personne de couleur blanche va avoir un commentaire qu'elle penserait raciste, pourquoi ça ne l'est pas? On parle du système, c'est de voir le contexte dans lequel une phrase va être dite. Dans le sens, disons, du N-word, comme il aime le dire, quand ce terme-là est utilisé entre deux personnes de noirs,
il y a un contexte, le contexte est complètement différent par rapport à comment est-ce que ça va venir si c'est une personne blanche qui le dit. C'est vraiment, ce qui est très important, c'est vraiment de voir le contexte dans lequel ça vient. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qui soutient cette idéologie? Y a-t-il quelque chose dans le système qui soutient l'idéologie, qui fait que la personne va vraiment remettre en question sa personne? Ou alors, c'est juste, ça va être juste la vie d'une personne qui passe. Non, parce que quand tout le système est là pour indiquer que cette façon de penser est vraie, c'est là où vraiment ça rentre dans du racisme, parce qu'il y a tout un système mis en place pour le soutenir. Merci. Donc, c'est ça, finalement, on a grandi malgré nous tous dans un système basé et bâti sur le racisme systémique, ce qui fait en sorte que, évidemment, il y a certaines choses qu'on ne voit pas. Et je pense que c'est important de le mentionner parce qu'en fait, ça fait preuve du fait que ça se fait malgré nous. C'est pas nous qui sommes des personnes racistes, mais c'est nous qui grandissons dans une société qui est à la base raciste, et c'est à nous d'essayer de comprendre et de défaire ces idées qui nous ont été enseignées tout au long de notre processus d'éducation et tout. Mais c'est ça, c'est comme tu dis, ben, puis souvent les gens ils se sont accusés, right, quand on parle de racisme. On a tous, pas, des structures qui font partie de nous qu'on essaie de défaire. Donc, OK, cela dit, merci. Là, qu'est-ce que le racisme sexuel? En somme, c'est de décider sur une image qu'on a de telle race, que telle race ne peut absolument pas avoir les critères que je cherche chez un partenaire. Donc, il n'y a personne de cette race-là qui ferait exception. Donc, je les exclus complètement des choix possibles lorsque je cherche un partenaire. Je le dis de façon très simple. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait grand-chose à ajouter là-dessus. Mais en fait, je dirais que ce qui est important là-dedans, c'est de reconnaître que c'est l'acte de refuser tout le monde avec une telle exception, avec sans exception, qui porte problème là-dedans. L'enjeu, c'est le refus, et c'est parce qu'en fait, c'est basé sur un stéréotype. Fait que, on pourrait prendre l'exemple d'une personne, d'un homme noir, par exemple, sur une application de rencontre. On peut dire, par exemple, « Ah, ben les noirs sont hyper masculins et j'aime pas ça. » Fait que le préjugé, les hommes noirs sont masculins et c'est hyper masculin et je cherche pas ça en général. Donc, de ça, je suis en train de dire, en fait, toutes les personnes noires sont comme ça et nécessairement, il n'y a aucune personne noire qui peut répondre à ce que moi je cherche à cet égard-là. Mais on s'entend dans la vraie vie, on parle de plusieurs trucs, mais en fait, ça revient à la même chose. Tu es en train de catégoriser les personnes noires ou les personnes racisées comme étant toutes parties d'une même communauté, comme si nos communautés étaient complètement homogènes, comme s'il ne pouvait avoir aucune diversité à l'intérieur des communautés noires ou racisées. À quel point c'est des choses inconscientes le plus souvent, parce qu'on ne se rend pas compte forcément qu'on a un préjugé, on est persuadé que les informations que nous avons sont correctes. Et quand il va y avoir des discriminations, c'est de la même façon, j'aime à comparer mon parcours par rapport en fait, de mes attirances par rapport à d'autres hommes, le temps que ça m'a pris de reconnaître les hommes qui m'attiraient. Ça a été très lent, uniquement parce que l'image que nous avons comment l'homme sexy est censé être, n'était pas cette image, c'était pas cet homme-là qui m'attirait. Et de pouvoir déconstruire, de comprendre que, oh, j'ai une image dans ma tête qui me dit que c'est ça qui est attirant, mais quand je suis dans la rue, c'est pas ces personnes-là qui m'attirent. Et de changer, jusqu'à aujourd'hui, je rencontre ce profil-là et je vais être tout timide, comme si j'étais intéressé par la personne, alors que je sais très bien qu'il n'y a pas d'attirance avec cette personne-là, mais c'est tellement ancré, même aujourd'hui que je suis au courant, c'est difficile de pouvoir le changer, parce que j'ai une image qui est vraiment comme à la base même de toute ma réflexion sur l'attirance. Donc ça va être la même chose pour quelqu'un qui se dit tel caractère, c'est tous les hommes noirs ont ça, et
Donc c'est pour cela que je sais qu'aucun d'entre eux ne peut me satisfaire dans une relation, ou que ce soit une relation amoureuse ou n'importe quelle autre qui n'est pas du sexe. C'est ça, mais en fait, il y a du racisme internalisé aussi. Si je me fie, mettons, à mon cas, en tant que personne identifiée femme, je disais, j'ai grandi dans un environnement qui avait très peu de multiculturalisme, puis avec ce que j'entendais autour de moi, c'est ça, j'avais beaucoup de pensées automatiques qui me venaient, puis j'ai été évidemment gênée puis honteuse de découvrir ça, mais je veux pas, c'est une recherche personnelle aussi qu'on doit faire, de toujours questionner pourquoi est-ce que je vais plus vers ça ou je vais plus vers ci, tu sais. Puis de l'autre sens, quand on parle de racisme sexuel, si on parle d'hypersexualisation, quand je parle moi de mon vécu, souvent ce que j'ai eu c'est « Ah, j'aime pas les filles noires d'habitude, mais toi c'est correct. » Ou mon père, il aime vraiment pas les noirs, mais vu que t'es une fille, c'est correct aussi. Puis c'est drôle, je me suis jamais tellement sentie safe autour de ces gens-là. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de l'hypersexualisation aussi à l'autre extrême, s'il vous plaît? Oui, hypersexualisation, je pense que c'est... Et fétichisation, c'est hyper présent. Aussi. Fait qu'on a tendance souvent à parler du racisme comme étant uniquement des personnes qui jettent des gros mots et des trucs comme ça, qui sont vraiment insultants, mais en fait, l'envers de la médaille aussi, c'est tout aussi vrai. L'idée que, par exemple, les corps des hommes noirs est hypersexuel et ne servent pas à autre chose que de satisfaire une personne sexuellement, ça en fait partie aussi de la déshumanisation de ça, tu sais. Et lorsqu'on en parle, on regarde dans l'histoire, ça vient d'où ces messages-là? Dans un contexte nord-américain, ça vient par exemple de l'esclavage, carrément. Tu sais, ça vient des stéréotypes qui venaient avec ça, et des stéréotypes qui venaient d'ailleurs après, durant l'ère de Jim Crow et tout. Tu sais, les films comme Birth of a Nation, par exemple, qui étaient basés, d'ailleurs, c'est le même endroit où vient le stéréotype que les Noirs aiment tous le melon d'eau. C'est un film raciste du KKK, en fait. Le stéréotype, là, était que, en fait, les hommes noirs étaient toujours là pour, en fait, violer des femmes blanches. C'était ça, c'était un danger constant, et c'est pour ça qu'on devrait garder un coup d'œil sur les Noirs. C'était ça l'idée en tête. Mais ce que ça a fait dans la société, c'est que ça a affecté, comme ça avait genre un undercurrent de comme racisme qui est resté là dans la société. Et là, on perçoit les corps de ces personnes-là comme étant nécessairement constamment sexuels. Dans le cas des personnes d'autres racisations aussi, c'est l'autre chose. Ben c'est comme quand on parle aussi des corps des femmes noires. Le fait d'avoir des lèvres accentuées, des courbes accentuées, ben c'est ça, les femmes ont été considérées comme étant là seulement pour pourvoyer à des besoins. C'est quelque chose qui est ancré encore dans le racisme systémique, justement, que malgré nous, on vit puis on témoigne à tous les jours. Comment est-ce que le sexe même était introduit justement entre le maître et l'esclave, dans le sens où il n'y avait rien de volontaire là-dedans, c'était le maître quand il voulait, comme il voulait, et que même par après, c'est quelque chose qui n'était pas puni par la loi, qui était très difficilement reconnu par la loi comme un crime quand c'était fait, même au moment où, après l'esclavage. Et que le fantasme, d'une certaine façon, un fantasme qui a été créé aussi autour de ça, du fait que c'est un objet sexuel. Là, cette personne-là, elle est là juste pour que je puisse utiliser son corps, et quand j'en ai fini, elle ne sert plus à rien. J'ai plus d'intérêt pour ce corps-là. Et aujourd'hui, je vois ça se reproduit énormément dans, en tout cas ce que je vois dans la communauté avec les hommes gays. La grande majorité, là, ils vont apprendre par rapport au sexe, c'est avec les films pornographiques. Et l'image qu'on va avoir, c'est soit on va dire le twink soumis, ou alors hyper agressif. C'est hyper agressif, mais c'est comme carrément très souvent mettre le stéréotype le plus, même les rappeurs les plus gangsters n'ont pas, et mettre beaucoup d'importance justement sur la violence qu'il va utiliser et sur la taille gigantesque de son pénis. Et moi, j'ai essayé à un moment de voir des hommes noirs dans des films pornographiques avec des pénis normales, comme ce que je vois dans la vie de tous les jours. Impossible. C'est comme tu vas en voir 1 sur 1000. C'est juste un d'enfants qui la recherche, hein? Non, c'est pas. Ah oui.
Et de voir justement que cette représentation, si la majorité des hommes vont apprendre sur le sexe à travers ces films-là, et que les seules images qu'ils vont avoir, c'est des images d'hommes noirs, violents, ou alors de jeunes hommes qui vont être des esclaves, c'est très difficile pour une personne de rencontrer dans la rue une personne et de s'imaginer d'autres réalités possibles avec cette personne-là. Donc ça va créer un préjugé qui va donner naissance à des actes qui vont aller juste classer dans la section racisme, malgré la personne en fait. C'est que dans le porn, bon, déjà que le 3/4 du temps, les femmes sont extrêmement dénigrées, mais ajoute l'intersection d'être une femme noire, une femme racisée, là, la manière sont traitées, puis des degrés de t'es simplement quelque chose de quoi je peux disposer, tu sais, puis il n'y a jamais une belle image, en fait, des femmes noires ou racisées dans le porn. Puis quand tu tapes ça m'écoeure un peu comment tu peux trouver, tu sais, white dude, fucks, dirty, this or that, puis c'est ça, c'est comme si notre couleur de peau était des couches de saleté de plus qui donnaient des droits supplémentaires à nous manquer de respect, puis à nous écraser plus. Justement, quand j'essayais de chercher justement, avant d'aller vers la taille des Denise, quand il raconte la petite histoire au début, y a-t-il une seule histoire que je peux trouver où je me reconnais? Et il n'y en a aucune où c'était une personne noire, où je pouvais me reconnaître mon histoire. Et j'en avais plein avec des hommes blancs qui racontaient le même vécu que le mien. Et, ok, là, cette personne-là, je vois la personnalité, ce qu'on décrit d'elle, le genre de travail qu'elle fait, le genre d'études, c'est moi. Mais aucune personne noire, me ressemblant, ayant un profil similaire au mien, je ne peux le trouver dans ces films-là. On n'a pas le droit d'avoir une personnalité, tu sais, nos corps sont traités comme des objets. Et lorsqu'on fait ça, ben, nécessairement, ça va engendrer ce genre de discours-là, même si c'est pas vrai dans les cas des films pornographiques, par exemple, ça va être souvent les mêmes storylines qui sont présents, et en fait, c'est les producteurs qui donnent ça comme manière d'essayer de avoir une idée en tête pour capter une certaine audience spécifique. Puis je pense que c'est important aussi de reconnaître ça parce que ça en fait partie des manières dont on interagit avec nos corps. Tu sais. Puis là, je mets mon chapeau de travail social. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on se voit nullement représenté dans la vaste majorité des représentations des personnes gays, en tant qu'homme gay? Tu sais, tu te dis, c'est pas pour moi, je peux pas être ça. Tu sais, c'est impossible pour moi d'avoir une personnalité autre que ça. Comme avoir une sexualité saine. Exact. Ouais. Exact. Ouais, mais dans le fond, c'est ça, encore du racisme systémique, un système très colonialiste, même dans le porno, puis dans ce qu'on nous envoie comme image de sexualité, toujours maître-esclave. Et puis, dans mon expérience personnelle aussi, je vois une différence faite avec aussi des Noirs qui ont grandi comme ici au Canada, où toute mon identité, en fait, moi j'ai grandi au Burundi, en Afrique, East Africa, Afrique de l'Est, qui est un pays justement d'une majorité noire, où j'ai eu la possibilité de construire mon identité en étant, comme quand je regardais un film où il n'y avait pas de noir, je ne me disais pas « Oh, on m'a effacé du film », c'était plutôt « C'est normal, c'est un film de l'étranger, c'est des gens de ce pays-là que je suis en train de regarder ». Et j'arrivais facilement à pouvoir m'identifier à ces personnages-là, parce que c'est des personnages que je ne voyais pas forcément dans ma vie, donc je pouvais prendre juste les traits qui me ressemblaient. Et d'avoir pu construire mon identité dans un endroit également où j'avais pas cette oppression d'être moindre qu'eux, d'être invisible, ou c'est comme même d'avoir aussi eu mes expériences, de rencontrer des gars, de voir que j'ai du succès avec les gars, fait que en arrivant ici, oui, ça va m'affecter de voir d'avoir des commentaires racistes, ça va m'affecter, il y a des commentaires qui peuvent m'affecter, mais il y a quelque part dans la construction, je ne les ai pas eu dans ma construction d'identité, qui fait que ça me donne un recul que parfois je vois justement
dis, ok, pourquoi je laisserai cette personne-là définir qui je suis, mais qui, lorsque c'est dans la construction, dans ta construction identitaire, t'as pas pu faire la part des choses, c'est là où ça affecte encore plus, parce que tu n'as jamais pu être juste toi. Tu as toujours été toi par rapport à ce que l'autre pense de toi. Ouais, merci d'avoir exprimé ça. C'est vraiment comment je fais ça, je pense. comment j'ai grandi sans point de repère. Tu sais, c'était toujours comment les gens me perçoivent, puis comment est-ce que je peux jouer avec ça pour survivre ou pour arriver d'un point à l'autre, puis naviguer avec ce que je pense que les autres perçoivent de moi et comment ils le projettent sur moi. Puis ça, d'ailleurs, j'ajouterais aussi, ça a un effet spécifiquement sur la manière dont les gens comprennent leur réalité. Par exemple, dans une étude qui a été faite par des chercheurs à l'UQAM en 2016, on a regardé, on a fait une étude sur le racisme sexuel spécifiquement. Il y avait une question qui disait « Est-ce que vous avez eu l'impression que les hommes blancs s'intéressaient à vous seulement parce que vous êtes noir ?» Et la réponse, le pourcentage était 84,4%. C'est quand même vraiment intense. En même temps, on regarde, est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être vu comme un objet par les hommes blancs? 62,6%. Ça, c'est pas une sexualité saine, là. Si on dit ça comme ça, si c'est ta vie sexuelle au quotidien, de vivre ça, c'est pas une sexualité saine et appropriée, ça ne respecte pas ta valeur. T'sais? Mais c'est ça dans le contexte dans lequel on vit présentement lorsqu'on parle des trucs comme ça. Moi, j'aime bien toujours amener sur un autre contexte qui est plus général pour la communauté LGBTQ+. Il dit, si un homme gay est devant un bar, il dit c'est le bar où ça se passe ce soir, et que juste à l'entrée c'est écrit « Pas permis aux hommes gays ». Pas de gays admis ici. Est-ce qu'on va considérer que c'est une préférence pour les hétéros, ou est-ce que ça va être de l'homophobie que ce club l'a fait? Comme général, c'est quelque chose, c'est déjà interdit par la loi, on ne peut pas le faire ça parce que justement, c'est de l'homophobie. Et alors, quand une personne, c'est là où je vais avoir du mal à comprendre, c'est qu'une personne va mettre sur son profil pas de noir, pas d'asiatique, et qu'elle va dire non, c'est juste une préférence. Non, c'est une discrimination. Parce que, à part la peau, si c'est une préférence, à part la couleur de la peau de cette personne-là, c'est quoi justement le critère? Si c'est pas quelque chose de basé sur la race, c'est quoi l'autre critère? Pour tous les autres types, tu dis ma préférence, c'est les hommes qui sont comme ça, c'est les femmes qui sont comme cela. Tu vas pouvoir dire voilà, j'aime les femmes qui sont comme ceci, comme cela, qui a ça, une femme intelligente, une femme qui a cet effort, une femme. À partir du moment où c'est vraiment non, je ne date pas les personnes qui sont pas de ma couleur, c'est savoir, à part cette couleur-là, quelle information tu as de la personne qui fait que non. Ça, justement, quelle autre information tu bases si c'est pas la peau? Puis en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi lorsqu'on va encourager une personne à réfléchir sur ses préférences, mais là, ça finit par être ben là, je peux être attiré par qui je veux, c'est pas tes affaires, des trucs comme ça, puis comme ça devient vraiment comme ça devient marquant en fait. Mais je pense, pour moi, quand je vois ça, je pense que la personne a peur de se faire traiter de raciste. Ou des trucs comme ça, mais en réalité, c'est comme, c'est la responsabilité à tout le monde de mieux comprendre puis de commencer à critiquer ses propres désirs, tu sais, juste en général, pour avoir une sexualité saine, pouvoir essayer des trucs qu'on n'a jamais essayé avant, tu sais, il faut une certaine ouverture, par exemple. C'est la même chose avec les personnes, tu sais, avec les personnes racisées. Je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est que, non, pas vraiment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut réfléchir sur la manière dont les personnes vont interagir avec les personnes racisées et de dire j'aime pas les noirs, par exemple.
est forcément une manière de dire « je ne te vois pas comme autre chose que ta couleur de peau ». Parce que, tu sais, une personne, par exemple, qui m'écrit puis qui dit, ou une personne avec qui, une personne qui j'écris, qui dit sur son profil, ah, j'aime bien les musées, puis j'aime aller à la bibliothèque, puis des trucs comme ça, mais moi, je suis nerd au max, là. Fait que c'est des trucs comme ça, j'adore. Tu sais, j'écris à la personne, puis ça me répond, désolé, je suis pas intéressé par les noirs, mais c'est que, forcément, tu n'as pas considéré toutes les autres parties de mon identité. C'est pas pour dire que la personne a comme une obligation d'être attirée vers moi, bien au contraire, tu sais, une personne a le droit d'être attiré par la personne qui vont ensemble, mais comme c'est une question de critiquer et de comprendre pourquoi on a ce sentiment de comme, on pourra se permet de dire je ne suis pas attiré vers les noirs. En somme, c'est aussi de savoir quand une personne va dire je ne suis pas attiré par des noirs ou par des arabes, c'est comme finalement, quelle est l'image que la personne a en tête quand elle entend justement ce mot-là, un noir, un arabe. C'est quoi l'image qui vient en tête? Est-ce que la personne est capable d'aller au-delà du stéréotype, du cliché, ou alors comme ça se limite justement à juste l'image qu'on a eue de la télé ou de l'école, mais on ne va pas voir la personnalité de la personne, quoi que ce soit d'autre au-delà de l'image. C'est quelle image on a en premier quand on entend c'est un homme noir? Quand on dit ah mon ami il s'en vient, il est avec un ami noir, il est avec un gars noir, comment est-ce qu'on s'imagine cette personne-là? Est-ce qu'on arrive à voir plusieurs possibilités de cette personne noire? Est-ce qu'on va même poser des questions, ah il est comment cette personne? Ou alors on décide déjà, ah oui, il est avec un noir, on sait déjà comment il va être, on sait déjà comment les noirs sont. Au contraire, ah j'adore les filles noires comme toi, ou dalada. C'est le fun parce qu'on peut jouer avec ça, tu sais, des fois on se dit, ben gars, je vais prendre à mon avantage, mais veux pas, ça finit toujours par être double tranchant, malgré tout, tu sais. Ce que je voulais dire, c'est ça, il y a des gens qui sont comme, je fais l'avocat du diable, oui, mais c'est ma préférence, je peux pas changer, je suis comme ça, dalada. Puis moi, ce que j'aime dire à ces gens-là, c'est que, écoute, on est en 2020, puis on est en train, je pense, on est une société qui est supposée évoluer. La question, c'est, tu veux-tu évoluer ou pas? Parce que où ce que tu en es là maintenant, c'est de la pure ignorance. Puis t'aimes pas ça, entendre le mot raciste parce que tu te sens offusqué, bien pose-toi la question, tu as peut-être du travail à faire justement pour cesser de te sentir offusqué à chaque fois que tu entends ce mot-là. Tu sais, c'est pas pour rien. Mais là, ça prend un esprit critique. Bien au contraire, je pense que tout le monde est en mesure de faire ça. De regarder ces cercles sociaux puis de dire ça, puis on a tendance à juste rire de ces gens-là, puis c'est comme ah là, les vieux racistes, là, ça va être là, puis whatever. C'est pas une question d'âge, là. C'est jamais une question d'âge, c'est jamais une question de tout ça, là. C'est important pour nous de réfléchir, que tout le monde puisse avoir des comportements problématiques. Tout le monde a le devoir d'essayer de revoir la manière dont ces interactions vont faire mal aux gens, tu sais. À partir du moment où on parle de racisme, on voit la personne raciste qui volontairement veut nuire à tel groupe, à telle personne parce qu'elle fait partie de tel groupe, de telle race. Or, la plupart des actes, la plupart des choses, des comportements racistes qu'on va voir, c'est juste inconsciente, basé sur juste un manque d'information sur la personne ou une information erronée. On se dit oui, je donnerai un exemple, j'ai un ami qui m'a dit jusqu'à l'âge de 23 ans, il n'avait jamais vu une seule personne noire. Dans sa région, ce qui était raconté sur les Noirs, c'est que justement c'était des violeurs, et que c'était des hommes violents qui battaient leurs femmes, et qui, comme dit, que des choses négatives. Ce qui fait que la première fois qu'il a vu un homme noir, il a couru comme rejoindre ses amis pour être sûr qu'il était protégé, alors que c'était un jeune homme bien plus jeune que lui, comme je crois qu'il avait genre 15 ans, il estimait vers 15 ans. Et c'est quand il est arrivé à Montréal pour ses études à l'université qu'il se dit oh, il y a plein de noirs et plein de profils différents. Et même, c'est à partir de 40 ans qu'il a pu vraiment remettre en question son point de vue sur les noirs. C'est-à-dire, j'en vois tout le temps qui sont différents. Mais j'ai toujours, la première réaction, c'est toujours d'avoir peur. Pourquoi? Je pense que ce qui est important dans ce truc aussi de reconnaître, c'est que souvent on va dire « Ah, la méchante personne noire, ça m'a challenge sur mon racisme. »
Et là, où ça dit que je suis raciste alors que je ne suis pas, on saute sur la défensive. T'sais? Personnellement, si je suis en train de dire à une personne « Hey, ton comportement était problématique, je voudrais bien que t'aider à changer si ça te va, ou comme de t'expliquer pourquoi ça n'allait pas », je suis en train de te donner de mon temps et de mon effort. Ça veut dire forcément que je me soucie de toi et de ton développement. C'est pas une mauvaise chose que je te challenge. Si tu voulais vraiment voir ce qui arrive quand je te respecte plus parce que tes propos étaient tellement problématiques, regarde, je me lève et je pars. C'est ça comment tu sais que j'ai plus patience. Et la relation à ce moment-là, elle est finie, là. T'sais? Mais si je prends du temps pour essayer de t'expliquer une chose, c'est parce que je te respecte et je pense que tu as la capacité de changer. Là, c'est à vous de le prouver. Bien que, je pense que c'est le travail des activistes de venir parler, puis de parler de nos expériences, puis de notre vécu, des trucs comme ça, pas tout le temps. Ouais. Regarde, des fois, si je suis sur Grindr, là, je suis pas pour expliquer le racisme au monde. Pardon, là, mais... Tu sais, non. Mais tu sais, je pense que c'est pertinent de le mentionner parce que souvent, on exige des explications sur pourquoi nos comportements étaient racistes, alors qu'en réalité, c'est pas à nous de vous donner ça, là. C'est comme google.com, vous êtes sur votre téléphone, vous avez un pied d'avance, tu sais. C'est pas à nous, tu sais. Des fois, si on voit que la personne est réceptive, ben on va commencer à expliquer. Mais c'est pas notre devoir de le faire. Parce que quand on a reçu plusieurs d'affilée, il y a moins de patience, comme pour n'importe qui. S'il y a plusieurs, tu as reçu beaucoup de messages négatifs, la 10e personne qui vient vers toi, elle va être moins bien accueillie que la première. Que tu le veuilles ou non, parce qu'à un moment, comme tu n'as plus assez d'énergie pour pouvoir supporter toutes les offenses que tu as. Et moi, je sais que j'aime à répondre quand une personne m'écrit « J'adore les Noirs ». C'est devenu automatique. C'est devenu automatique, je réponds toujours « Tous les Noirs ?» T'étais où à la manif Black Lives Matter, by the way? Il y a un chemin, c'est lui, vraiment, j'adore vraiment tous les Noirs. Dit, alors, c'est que tu connais pas les Noirs. Parce que moi, je connais les Noirs. Tu peux pas me dire que tu es attiré à la fois par moi, et par mon père, et par mon oncle, et par tous les Noirs, sans distinction. Des plus beaux au moins beaux, selon moi ou selon toi. Ils sont tous pareils. Ou alors, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est qu'ils soient noirs et qu'ils correspondent aux stéréotypes. C'est le même genre de personnes qui vont m'écrire est-ce que tu es dominant? Je dis non. La personne doit bloquer directement. Parce que, et même dans une discussion comme cela où je challenge la personne avec tous les noirs, on pose la question, on dit bon, whatever. Moi, tout ce que je veux savoir, est-ce qu'elle est grosse? Elle est grande comment? Tu peux envoyer des photos? Et si j'envoie des photos du visage, la personne me bloque. Est-ce que c'est des photos de moi ou c'est comme... Et c'est de voir la construction pour la personne. Et des fois, je tombe quand même si j'ai des bonnes surprises où tu vois, c'est la personne qui a fait un commentaire, elle dit, moi je pensais te faire un compliment. Elle dit, ah, ce n'est pas un compliment. À partir du moment où tu me dis que, en fait, moi, je ne suis pas différent d'aucun autre homme noir. Donc, tous les efforts que j'aurais fait pour être moi, ben, tu les as effacés. Là où je me suis dit, ah, peut-être que telle partie de moi est plus attirante, tu as effacé. J'ai aucune différence, il n'y a aucune différence entre moi et un autre homme noir. Donc, celui que je trouve super laid, il est comme moi. Celui que je trouve super attirant, il est comme moi. Finalement, c'est impossible. On ne peut pas être attiré par tous les noirs. C'est impossible. C'est qu'on a une image des noirs qui est incorrecte, qui limite tous les noirs rentrent dans cette case-là. Puis moi, en tant que femme, les genres de questions que je me suis fait poser, c'est comme avec ces lèvres-là, tu sais, tu dois bien ou bien j'adore le chocolat, waouh, j'ai jamais entendu. Puis des affaires stupides aussi, genre hey, tu veux twerker pour moi? Excuse me, je sais pas twerker. Puis de toute façon, je le fais pas pour toi, tu sais, non. Mais c'est ça, tu sais, je pense que les trois, on est des personnes activistes, on passe beaucoup de temps à expliquer puis à partager sur les réalités puis à voir démystifier, justement pour le bien que nos communautés puissent enfin juste être regardées
d'un autre regard, là, finalement, tu sais. Mais nous, justement, en tant que communauté, comme on va arrêter d'expliquer un peu pour de défricher comme on a fait la première partie de parler du racisme et tout ça. Nous, comment qu'on se sent, tu sais, quand on voit ces choses-là sur les réseaux sociaux, quand on entend ces choses-là, quel effet ça a sur nos communautés, justement, toute cette stigmatisation-là? Mais là, tu sais, comme, c'est clair que des fois, ça tente juste plus. Puis tu veux connecter. Puis je veux aussi avoir des relations, des fois, avec des personnes avec qui j'ai pas besoin d'expliquer toute mon expérience. Tu sais, je veux pas avoir à expliquer c'est quoi le racisme à mon partenaire, des fois, quand je suis fatigué, puis je vis un incident raciste dans la rue. Tu sais, la dernière fois que j'ai vécu un incident raciste dans la rue, j'étais avec un gars blanc, j'habitais à Montréal. Je parlais du fait qu'il y a un gars qui aimait traiter d'hostie de nègre dans la rue, puis il savait pas quoi répondre. Ben là, c'est pas aussi sérieux que ça, le monde, ça pas comme ça, ce quartier-là, c'est pas si pire. Mais non, tu sais, des fois, ça me tente juste pas. Je veux juste parler avec des gens qui vont comprendre mon expérience dès le départ. Puis c'est ça l'importance aussi de ça, puis de comprendre la distinction entre ça, puis la préférence qui est basée sur la fétichisation de nos corps, puis l'irrespect de notre humanité. C'est inacceptable, tu sais. Fait que la comparaison, elle se fait pas. Et je pense que c'est aussi important de reconnaître que là-dedans, spécifiquement, c'est la raison pour en expliquer c'est quoi le racisme systémique au début. On peut-tu faire un peu Pouvez-vous m'expliquer peut-être justement le lien entre la colonisation, le colorisme, puis encore le fait qu'on interprète tellement d'attirance en disant que c'est des préférences, mais en fait, ce n'est qu'encore du racisme systémique. Je pense, avant de comprendre le colorisme, c'est important de connaître c'est quoi le processus de racisation. Lorsqu'on parle d'un processus de racisation, on est en train de parler d'un... Tu sais, les gens qui vont dire « Oh, il n'y a pas de race, c'est juste la race humaine », tu sais. Ces gens-là, ben, en théorie, ces gens-là ont raison, tu sais. Mais, n'empêche que les catégories de race existent quand même dans notre société, puis ça a des effets bien réels. Donc, si ça n'existe pas, c'est forcément quelque chose qui nous est donné, qui nous est accordé. T'sais. On est accordé une race en fonction de quelque chose. T'sais. La couleur de notre peau, la structure de notre nez, nos yeux, quoi que ce soit, nos cheveux, par exemple. Donc, nécessairement, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la racisation peut changer. T'sais, je reviens de Nouvelle-Écosse où j'ai passé 4 mois en train de faire un stage. Et les communautés noires, en général, en Nouvelle-Écosse, ont la peau beaucoup plus claire que les communautés noires venant de l'Afrique, par exemple. Parce que les communautés noires afro-néo-écossaises sont au Canada depuis des siècles, en fait. Ils sont là depuis la Révolution américaine, quoi. Donc, c'est une communauté qui est mêlée entre d'autres communautés, qui est métissée entre d'autres communautés blanches et tout. Et en général, la couleur de peau est beaucoup moins foncée. Tu sais, quand j'étais là, tout le monde me percevait comme étant noir. Je suis allé à Chicago, personne ne pensait que j'étais noir. Tout le monde pensait que j'étais latino. Genre, littéralement tout le monde. Du point où on me parlait en espagnol, j'étais comme, garde, je comprends pas ce qui se passe. Mais tu sais, ma racisation dans ces deux contextes-là ont changé. Puis tu sais, dans une ville comme Montréal, par exemple, où il y a beaucoup de personnes d'origine ouest-africaine, haïtienne, par exemple, on a tendance, je me suis quand même fait demander « Ah, mais t'es pas noir, tu viens d'où, en fait? T'es métissé, c'est quoi ce mélange? » Des gens qui m'ont carrément complimenté « Beau mélange, par exemple, des trucs comme ça. Mais tu sais, fait que c'est différent. Fait que la racisation nous est accordée, elle est fluide avec le temps. Cela dit, ça existe aussi au sein de nos communautés des discriminations. Fait que je sais que j'ai pas la peau aussi foncée que toi, par exemple. Qui fait en sorte que les expériences que nous, on vit sur des applications de rencontres, par exemple, vont être complètement différentes parce que, étant donné que ma peau est plus claire que la tienne, tu sais, je vais avoir des privilèges dans ça. Tu sais, comme je suis accordé des privilèges, ouais. Mais justement, ça part d'où ce système de privilèges-là? Ah, ben, à la colonisation, c'est ça, tu as des personnes qui ont été plus ou moins métissées, tout, voilà. Ben oui. Plus que tu avais des traits qui ressemblaient aux personnes blanches, que ce soit des yeux clairs, une peau claire, en étant une personne noire ou racisée, ben justement, plus que tu avais accès à une certaine hiérarchie, oui. Des certains privilèges. Donc, ça fait en sorte qu'on en est rendu là aujourd'hui, où ce que même entre nous, malgré tout. T'sais. Et puis on parle d'une colonisation constante aussi. Lorsqu'on parle de cette colonisation, est-ce que vous savez c'est quoi le produit de beauté le plus populaire dans la vaste majorité du monde? C'est des produits pour se blanchir la peau, en fait.
qui font beaucoup de dommages à la peau, mais en fait qui est faite pour que ta peau soit plus claire. La chirurgie la plus populaire au Japon, c'est quoi? C'est pour donner un truc, un petit... Débrider les yeux. D'autant même plus que l'augmentation de la taille des seins, par exemple. Fait que, imagine que c'est ça la différence. On parle d'un système de colonisation actif qui est encore en train d'affecter la manière dont nous on perçoit nos corps entre nous. C'est ça aussi un truc à réfléchir. Parce que ce qui s'est passé aussi avec la colonisation, c'est que non, c'est vos cultes de sauvages, vos critères de sauvage, vous les laissez de côté. La beauté, c'est ça. Et de montrer justement une image d'une femme blanche et de déterminer, même quand il n'y a pas de... c'est pas explicite comme une femme blanche, comment ça va être, la personne va être décrite, des cheveux longs, la taille, comment elle est, les yeux, la couleur des yeux, comme, il va y avoir des critères qui vont être nommés, vont être utilisés pour dire qu'une femme est belle, qui vont être généralisés, alors que finalement, on sait que chaque société avait ses critères. Mais tous ces critères-là sont comme effacés pour correspondre à juste un seul critère. Et ce qui se trouve que, comme chez nous, d'où je viens au Burundi, par exemple, on dit les femmes bois jaunes, comme qui sont de peau claire, quelles sont les plus belles, vont être les plus attirantes, pour la simple raison que ce sont celles qui se rapprochent le plus d'une femme blanche. Et que quand moi j'ai vu plusieurs de mes amis qui sortent avec, qui ont beaucoup de succès avec les filles, à partir du moment où il y avait une fille blanche, que la donne changeait complètement, et très souvent une fille blanche qui était comme à l'opposé des critères d'habitude qu'ils ont. Et c'était toujours de me demander, mais pourquoi est-ce que la fille blanche qui n'a aucun trait que d'habitude tu cherches, pourquoi c'est vers elle que tu cours aujourd'hui, alors que comme la fille que tu courais derrière depuis un mois, elle est toujours là, elle est prête aujourd'hui, elle veut bien de toi, mais j'étais toujours à me questionner, mais c'était comme plus on rentrait, plus les personnes se questionnaient sur le système justement de comment est-ce que le racisme rentre dans leur considération, moins ce comportement-là allait venir. Ils se rendaient compte, ok, cette personne-là, je suis attiré par l'idée que j'ai d'une femme blanche et non pas de cette femme-là. Du coup, c'est pas elle qui m'attire, c'est ce que ça représente d'être avec cette femme, ce que les gens vont dire de moi, de me voir avec une femme blanche, surtout en Afrique où c'est toujours... Encore aujourd'hui, ça va être considéré comme la classe supérieure. Mais justement, quelles sont les conséquences de ça, là, avec ce qui se passe sur les applications mobiles, tout ça, avec justement toutes les images qui sont projetées dans la société? Si je parle pour moi, par exemple, je me souviens quand j'étais une petite fille, j'ai tellement été habituée d'être hyper sexualisée. Mes premières relations, mes premiers rapports étaient vraiment basés là-dessus. Puis je me suis dit, OK, c'est ça. Tu vois les films d'amour, souvent avec des femmes blanches justement, là, qui partent avec le chevalier, puis tout ça. Puis tu t'imagines à ce que ça soit la même chose pour toi. Mais au contraire, souvent dans mes rapports sexuels, tout ça, homme et ou femme, là, ça ramenait toujours au fait que je sois hyper sexualisée. Donc ça a pris du temps pour que moi, personnellement, je puisse peut-être faire la paix ou me distancer de ça, puis de comprendre en fait que finalement, je suis peut-être même pas un être aussi sexuel que je pensais. T'sais. Mais si on parle vraiment du point de vue collectif, puis vous pouvez nous partager aussi votre vécu si vous vous sentez à l'aise, c'est quoi les effets? Ouais, histoire personnelle, ça m'arrive souvent de vous en lire beaucoup dans la chronique qui a été postée, mais je pense qu'il y a une qui me revient en fait, c'est d'être dans un bar, d'être à l'Aigle Noir à Montréal, ici, et d'avoir une personne qui arrive puis qui carrément vient me voir puis qui me touche les organes génitaux comme ça, qui fait comme « Ah ouais, les Noirs, vous en avez des gros, hein? » Tu sais, carrément comme ça, mis à part, tu sais, le racisme flagrant là-dedans, là on sait pourquoi c'était raciste, on a tout expliqué. Le consentement là-dedans, il est où? Tu sais, de un, touche-moi pas sans mon consentement, surtout pas pour faire des commentaires racistes, aïe aïe, tu sais, mais en même temps,
je reste avec ça, ça reste dans ma tête parce qu'en fait, c'est un exemple clair de la façon dont ces personnes ne nous voient pas qu'autre chose que juste de la chair. Tu sais, on n'est pas des humains, on n'a pas des sentiments, on n'a pas le droit d'avoir ça en fait. T'es juste là pour le plaisir sexuel, pour mon plaisir sexuel, je peux faire comme je veux. C'est la même attitude qui est utilisée quand des personnes vont aller toucher les cheveux des autres, surtout des femmes noires, I'm like, don't touch my hair. Quand j'avais mes locks, c'était la même chose. Les gens pensaient qu'ils pouvaient venir me toucher les cheveux, j'étais comme, garde, c'est non. Tu sais, ces genres de trucs-là, c'est parce qu'à la base, ils ne nous voient pas comme des êtres humains. Puis je pense que c'est ça qui m'affecte le plus dans tout ça. Et puis je me dis, c'est aussi l'autre chose, c'est que la personne va poser un acte sans demander ton consentement, mais elle voudrait que toi, ta réaction, tu demandes d'abord, que tu réfléchis d'abord à cette personne-là. C'est comme, tu m'attaques et c'est moi qui dois penser à toi pour réagir. La victime doit penser à comment formuler pour que ce ne soit pas trop blessant. C'est comme, n'en fais pas toute une histoire, c'est rien, c'est comme, tu m'as touché à un endroit où je laisse personne me toucher, sans mon consentement. À partir du moment où tu as fait quelque chose contre moi sans me demander la permission, attends-toi à ce que je réagisse de la façon qui me vienne naturellement. Et ne me demande pas de justifier ma réaction, parce que tu n'as pas demandé la permission. Si tu avais demandé la permission, je t'aurais dit justement si je suis d'accord ou pas. Et là, on aurait négocié comment je réagis. Si on n'a pas négocié l'acte, on ne négocie pas la réaction. Puis c'est ça, c'est important de mentionner, on parle de consentement. Le consentement, ça s'applique à tout le monde, mais ajoute des niveaux de difficulté quand on est des personnes noires et racisées. Justement, que les gens s'imaginent qu'on peut simplement prendre ce qu'ils veulent de nous. Mais justement, je vous écoutais parler, puis il n'y a pas personne qui représente en ce moment cette identité-là, mais quand on parle justement de racisme sexuel, de violence sexuelle, c'est très important de parler aussi de la situation avec les femmes trans noires. Mm-hmm. Donc, nos sœurs trans, j'en parle, ça me fait un peu de... Mais pouvez-vous prendre la relève? Ouais. Je suis full content que tu aies mis le sujet des femmes trans noires. C'est ces femmes-là qui ont commencé notre mouvement, et puis qui quand même sont les vecteurs du changement. Puis c'est ces femmes-là, malgré le fait qu'elles ont changé la manière dont on conçoit nos identités, qui sont encore en train de lutter pour leurs droits. Au Québec, les personnes trans migrantes n'ont pas le droit de changer leur marqueur de genre ni leur nom sans leur citoyenneté canadienne. C'est la seule province où c'est pas permis. Fait que ça prend jusqu'à 7 ans minimum pour aller à changer ces documents. Là, t'imagines, tu as une présentation, ta présentation de genre féminine, tu arrives, mais tu as une carte d'assurance maladie avec ton nom d'homme, mais c'est ta photo, tu sais, le nom qui t'a été accordé à la naissance, et ta photo à toi. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Ça les met à un risque énorme. Et lorsqu'on parlait justement de l'intersection de la misogynie et l'identité noire, donc la misogynie noire, on a aussi à ajouter la transmisogynie noire là-dedans. Fait que l'intersection entre le fait d'être trans, le fait d'être noir, puis le fait d'être d'une femme. T'sais, tout ça, ça additionne. En fait, je ne veux pas dire que ça additionne, ça se multiplie. Je pense que c'est une manière de concevoir, parce que c'est pas juste tu vis telle discrimination, puis on ajoute une autre couche, puis on ajoute une autre couche. Non, tout ça s'affecte. Comme tout est affecté entre toutes ces positions-là. Fait que pour moi, c'est important qu'on est en train de centrer d'ailleurs les femmes trans dans nos conversations, et les personnes non-binaires dans nos conversations, et surtout les personnes non-binaires en présentation féminine, dans nos consultations lorsqu'on parle des personnes noires et surtout des personnes de notre communauté. Parce que tant et aussi longtemps qu'elles ne sont pas libres, nous, on n'est pas libres en tant que communauté. On a tous notre part de responsabilité dans ce qui arrive aux femmes trans, en général, les femmes trans noires aussi. Parce que moi, je vois par exemple quand je suis avec des amis hétéros et qu'ils me font le commentaire, tu vois, au moins, t'es correct, t'es pas si faux-folle. Et que dans leur tête, ce qu'ils disent, c'est quelque chose de tout à fait normal. Un compliment même. Et lorsque moi, dans cette situation-là, je ne dis rien,
je suis complice de ce qui est en train de se passer. Le lendemain, quand une femme trans, noire ou pas, va se faire attaquer, je sais que je suis complice de ça si j'ai rien dit. Parce que la personne, pour vrai, la plupart des fois, c'est vraiment innocent. C'est comme, elle n'a pas l'information. Elle pense que c'est un comportement ou telle chose. Je me dis, il faut pouvoir faire la différence entre l'identité de la personne et le comportement, dans le sens où, oui, une femme trans peut avoir un certain comportement, mais ce n'est pas toutes les femmes trans qui ont ce comportement-là. Et on ne peut pas généraliser. De la même façon qu'on ne veut pas généraliser que tous les hommes n'expriment pas leurs sentiments, que tous les hommes noirs sont des bêtes, que toutes les femmes sont faibles, toutes ces images-là qu'on n'accepte pas, à partir du moment où on entend une autre personne se faire traiter de la sorte et qu'on ne dit rien, on est complice. C'est des petits moments où on ne perd pas grand-chose, on peut perdre peut-être un ami, mais si on perd un ami à cause de ça, on dit tant mieux, attends. Mais au moins, je sais que si la personne était bien intentionnée, le lendemain, elle ne va pas reprendre ce commentaire-là. Parce qu'elle aura compris ce jour-là en quoi ça fait du tort et comment ça rentre dans le mécanisme qui plus tard va engendrer la violence que les personnes vont subir dans les rues. Je vous remercie beaucoup pour votre générosité. Je pense que ça conclut super bien quand même notre discussion. Il faut cesser d'être complice.